République démocratique du Congo peut-elle se développer grâce à l'agriculture? Quelle stratégie faut-il mettre en place pour booster ce secteur porteur de croissance? On en parle justement dans ce nouveau numéro de votre émission. Madame, Messieurs, bienvenue. Un invité sur ce plateau, il s'agit de Olive Moudekereza, député national, opérateur économique et aussi ancien président de la FEC Sud Kivu, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, vous revenez des vacances parlementaires dans votre province, justement, j'ai cité ici le Sud Kivu qui est confronté à une problématique qui inquiète quand même, la problématique des éboulements, des incendies à répétition. Vous avez été sur terrain. Quelle est la situation actuellement? D'ailleurs, pas qu'hier, avant-hier, il y a eu l'incendie, il y a eu 3 morts. Il y a eu l'éboulement, il y a eu les érosions. C'est la saison des pluies. J'ai toujours dit que Bukavu, qui était la meilleure ville en Afrique, je l'ai dit plusieurs fois ici, que Bukavu a abrité le premier congrès africain de tourisme en 1939. Donc à ce moment-là, on ne parlait pas ni du Kenya, ni de l'Ouganda, ni du Rwanda, Burundi, Tanzanie. C'était la RDC, le Congo, et c'était la ville de Bukavu. La ville de Bukavu aujourd'hui mérite une attention particulière. J'ai écrit plusieurs fois au ministre de l'Urbanisme, copie, au ministre d'État, l'aménagement du territoire, au ministre des Affaires foncières, pour que cette ville de Bukavu soit encore réurbanisée. Vous savez, partout au monde, tous les 15 ans, on doit avoir le plan urbanistique de chaque ville. Mais nous sommes une ville qui était conçue pour 100 000 personnes. Aujourd'hui, on est au-delà de 1 500 000. Donc, c'est tous les jours. Et actuellement, on a un problème. Les habitations, tellement que les gens ont une forte pression sur l'habitat, construisent n'importe comment. Alors, vous avez été justement sur terrain, vous avez constaté ce qui se passe également sur terrain. Est-ce qu'au stade actuel, le gouvernement s'emploie à résoudre ce problème? C'est vrai, il s'emploie, mais lentement. Le ministre d'État à l'aménagement du territoire a répondu 2 fois à mes correspondances et je crois qu'on doit avoir encore rendez-vous avec... il a créé une agence ANAT, une agence nationale pour l'aménagement du territoire. Ils vont commencer à étudier qu'est-ce qu'on peut faire dans chaque ville. Et je crois qu'ils vont commencer par le Nord Kivu Goma. Je crois une autre ville ici c'est au Congo central ou Kinshasa. En 3e position, je crois que ça sera le Sud Kivu. Mais j'avais dit, à mon avis, Bukavu devrait être la priorité. C'est vrai, Goma a plus de problèmes avec le volcan. On doit orienter la ville peut-être vers Sake ou vers Rutshuru. Malheureusement, encore Rutshuru, une fois une partie occupée à Bunagana, ce sont des problèmes. Mais le Sud Kivu, je crois que le gouvernement central doit investir pour le Sud Kivu, sauver ce qui reste à sauver. À Bukavu, la parcelle aujourd'hui, dans la ville de Bukavu, coûte plus de 1500 mètres carrés. Une parcelle de 10 mètres coûte environ 100 000 $. Et quelles sont les vraies causes de ces éboulements et surtout des incendies aussi? Les incendies, d'abord la cause, c'est les événements qui s'est passé pendant plus de 10 à 15 ans dans la région. Vous savez, des guerres à répétition. Depuis, disons, on laisse les années 60, 70, 80, on prend les années 90. Depuis la guerre de 1996, l'arrivée des réfugiés rwandais, avec la guerre qui s'en suivit, 1997, 2000, jusqu'à aujourd'hui, tous les gens qui habitaient à l'intérieur sont venus en ville pour échapper, pour éviter ces tueries dans les milieux ruraux, dans les villages. En gros, vous pensez qu'on est en train d'aller vers la solution à toutes ces problématiques, notamment éboulement de terre et aussi incendie? On est en train d'aller vers la solution. Justement, c'est la volonté politique et du courage. Si la politique décide de dire, avec le peu de moyens, on va à Bukavu, on regarde comment orienter la ville de Bukavu. Nous avons proposé plus de 3 axes. Si vous connaissez la ville de Bukavu, si vous avez été au Kivu, il y a l'axe vers Uvira, donc Kamanyola, Nyangezi, jusqu'à Luvunge, dans la plaine de la Ruzizi. Il y a un autre axe
vers Kavumu, l'aéroport, vers Katana, vers Nyabu, vers Goma. Et il y a l'autre axe, vers Chabunda, en passant par Walungu. On peut orienter la vie de ce côté-là. Et qu'est-ce que le gouvernement peut faire? C'est aller urbaniser, aller construire au moins quelques maisons, modèles, comme ailleurs on le fait. On dit quartier, on fait les zonings, on dit cette zone industrielle, la zone d'habitation, les zones d'habitation pour les terrains, pour les écoles, pour les hôpitaux, les marchés. Et l'État construise quelques maisons comme on le faisait à l'époque belge. Il faut d'avance. Il peut construire au moins une dizaine de maisons. Et il est possible de les faire avec même, on dit par ailleurs, vous savez, les sociétés comme la SONAS, CNCC, l'OCC, ces gens-là, le fonds qu'ils génèrent, peuvent l'investir dans l'immobilier et ça va aider le gouvernement. Alors, vous êtes un élu de Walungu au sud Kivu. Quelle priorité aujourd'hui pour le développement de cette province, selon vous? La priorité, c'est les infrastructures de base, les routes. Imaginez-vous, chers amis, le sud Kivu, l'aéroport, on en parle, parce que tous les jours qu'on en parle, l'aéroport de Kavumu. Nous sommes la seule ville qui n'a pas d'aéroport. Et pourtant, Bukavu est une province, c'est une ville stratégique. En cas de difficulté à Goma, l'aéroport de secours devrait être Bukavu. En cas de problème à Kalemi, le Nord Katanga, donc Tanganyika, c'est Kavumu. Si Kisanga a des problèmes, c'est Kavumu. Même les pays de la région. C'est pourquoi on dit toujours qu'il faut qu'il y ait un bon voisinage. L'avion qui rate l'atterrissage à Bujumbura, il y a Kavumu qui peut les secourir. Vous parlez des infrastructures. Quelle autre priorité, par exemple, sur le plan social? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement, selon vous? Quand je dis le route d'ailleurs, hier on a parlé au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un des collègues qui a soulevé la question. On en parle, la question des mines. La mine devrait générer les fonds pour réinvestir dans l'infrastructure des routes. On a parlé des fonds mines, fonds pour la génération future. C'est depuis 2018. Nous sommes 2021 et quelqu'un a soulevé la question, il a dit, on suppose qu'on a déjà atteint plus de 3 milliards, mais ces 3 milliards se trouvent où? Et quelle est la génération future? Les enfants qui sont nés en 2018, ça fait partie de la génération future. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous avons ces 3 milliards par exemple, ou 2 milliards, ou 1 milliard, on peut faire la route RN1 qui quitte Congo central, Kinshasa, Bandundu, Kasai, Katanga. Avec, quand ça arrive au Katanga, il y a la route RN2 qui va jusqu'à Bukavu et Goma. Avec 1 milliard, c'est 2000 km. Si on a les 3 milliards, on peut relier tous les pays. Et ça fait partie du développement. Si on relie les pays, on va avoir les produits qui quittent Chabunda, qui quittent Kalemi, qui quittent Bukavu, Rutshuru, les vendre ici à Kinshasa à moins cher. Les produits qui quittent Kinshasa, on peut les vendre à Bukavu à moins cher. C'est la seule manière que ce pays sera développé. Avec comme conséquence également, après la construction de ces routes, le désenclavement. C'est vrai que si on construit ces routes, donc il n'y a que 2 ou 3 routes qu'il faut construire qui relient tous les pays. La route numéro 1, numéro 2 et la numéro 3. Numéro 3, c'est la route qui quitte Bukavu, c'est Kisangani. Et si vous quittez Bukavu, Bukavu c'est un carrefour. Et ce carrefour relie les autres provinces. Vous reliez encore le Maniema, vous reliez le Katanga, vous reliez le Nord Kivu vers l'oriental à Kisangani, Chopo, Ituri. Donc la RN3, la RN2, la RN1. Si on a trouvé les 3 milliards, on sait relier tous les pays et vous allez voir les pays n'aura pas besoin d'aller importer ailleurs. Les produits qui tireraient Matadi au port de Matadi arrivera à Bukavu. Au lieu que nous du Kivu, qu'on dépende de la Tanzanie, que nous du Nord Kivu, qu'on dépend du Kenya pour le port de Mombasa et le port de Dar es Salaam. Donc le Congo a les atouts. Le port de Banana. S'il faut 1 milliard, il faut aller emprunter, construire le port de Banana. C'est une grande richesse. Alors vous n'êtes pas seulement un député national, vous êtes également un opérateur économique, donc vous maîtrisez les mondes des affaires. Il y a le secteur de l'agriculture dont nous allons parler maintenant. Je voudrais justement avoir votre point de vue parce que ça peut contribuer d'une manière ou d'une autre à booster le développement de notre pays. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par l'agriculture? Quand on parle l'agriculture, c'est de tout. Partout au monde, mon cher ami, l'agriculture reste la priorité des priorités. Je vais vous dire, vous pouvez vous étonner, en 1943, après la guerre mondiale, la femme du président américain, Helmut Roosevelt, a cultivé dans le jardin
de la Maison Blanche. Vous connaissez la Maison Blanche? Elle a cultivé le potager. 6 millions d'Américains l'ont appliqué dans leur jardin. On a produit la moitié de la consommation de toute l'Amérique et ça a déclenché l'agriculture. Quand vous allez en Chine, la Chine un jour il a dit on va faire les industries, le métal, tout pour construire. Ils ont abandonné un peu l'agriculture, tous sont morts. Et ils ont décidé d'investir dans l'agriculture. Tout le monde sont partis. Avant d'aller travailler, vous êtes un médecin, vous êtes un avocat, vous êtes un policier, vous êtes un enseignant, on dit d'abord l'agriculture. Tout le monde sont partis de l'agriculture. La Chine aujourd'hui est le premier. La RDC que vous parlez, si une fois le gouvernement investit dans l'agriculture, on n'aura pas beaucoup, on n'aura rien à importer. Je vais vous dire, en félicitant d'abord le gouvernement actuellement, on a eu une réunion dernièrement à la FEC, il y avait une table ronde où il y avait les ministres chargés de l'économie, finances, plans, 7 ministres. Et le ministre des Finances a dit un bon mot. Il a dit que les riz qui vont être consommés pour les festivités de fin d'année, les fonctionnaires de l'État, l'armée ou la police, doit être le riz local. On a dit on va consommer 50% des riz local. Et moi je les ai dit, voilà comme ça, comment on booste l'économie. Dès que vous payez les riz local, vous allez voir que tous les mamans, tous les agriculteurs, tous les paysans vont s'investir dans la production des riz. Parce qu'ils ont des clients. Alors, on a très bien compris que plusieurs pays se sont servis justement de ce secteur pour se développer, mais on aimerait comprendre en quoi est-ce que ce secteur peut être utile pour le développement d'un pays. Je vais vous dire, moi-même je suis dans l'agriculture. Si aujourd'hui vous investissez dans l'agriculture, j'ai été par exemple ici à Kengever Bandundu, il y a des espaces. J'avais même dit, si les ministres de l'agriculture, il faut qu'un jour même les présidents se promènent là-bas, il y a des concessions. Si vous avez une concession, on dit, vous avez combien d'hectares? 10 hectares, 100 hectares. On dit par exemple $1000 par hectare de crédit. Vous allez voir la production, mon frère, mon cher ami, ce pays ici va être un paradis. Et tous les autres pays de l'extérieur vont consommer chez nous. Je vais vous dire, j'étais en Ouganda. En Ouganda, dans chaque parcelle, il y a un bananier, même chez le président, chez tous les ministres. C'est comme le président américain avait dit, il avait dit, la nourriture va vaincre la guerre. C'est comme ça qu'il avait dit, il a dit, cultivo. Et on a dit, Garden Victory, jardin de victoire, potager. Ici, nous avons tout. Et nous avons cette question d'y mettre des moyens. L'agriculture prend beaucoup de gens. Avec l'agriculture, vous pouvez donner de l'emploi à tout le monde. Mais le constat est quand même inquiétant. On a l'impression que les autorités ne s'y intéressent pas tellement. Qu'est-ce qui peut expliquer ce désintéressement? Parce que apparemment, on privilégie d'autres secteurs, notamment le secteur de la santé, ce qui est prioritaire, il faut le dire, le secteur de l'environnement, mais on met l'agriculture apparemment au second plan. D'ailleurs, dans le budget... Comment expliquer ce désintéressement? Je suis en train de le dire. C'est comme ça, c'est comme tous les autres pays du monde aujourd'hui. Tu vois, même dans la région, chaque pays a au moins environ 10% de leur budget investi dans l'agriculture. Mais ici, on était en moins, pas même 5, on était en dessous. Maintenant, j'ai vu qu'on a proposé environ 6% ou 5%. Et le développement rural, l'élevage, 2 et 3%. Parce que le tout, l'agriculture élargie, c'est l'élevage, la pêche, tout. Si le tout peut arriver à environ 10%, l'agriculture, l'élevage, la pêche, le développement rural, parce qu'ils sont presque ensemble, s'ils peuvent atteindre tous 10%, vous allez voir qu'il y aura un changement dans ce pays. Mais vous êtes un élu du peuple. L'Assemblée nationale est une institution de contrôle. Quelle est la place que l'actuel budget accorde à ce secteur? J'ai vu qu'ils ont amélioré la proposition du gouvernement et on va voir dans les discussions si on peut remonter cela. Parce que moi, je dis il y a 4 secteurs qu'il faut investir dedans. Il y a la défense, il y a l'agriculture, il y a la santé, il y a l'enseignement. Ça, ce sont des secteurs qui ont des priorités. Et ça marche ensemble. Vous ne pouvez pas aller vous battre sur le terrain sans avoir mangé. Vous ne pouvez pas aller soigner sans avoir mangé. Vous ne pouvez pas aller enseigner sans avoir mangé. Donc, tu vois que l'agriculture est au centre de tout. Et moi, je dis, si on donne, par exemple, à la santé 10%, l'agriculture 10%, l'armée 10%,
l'enseignement, j'ai vu qu'ils sont environ dans les 18%. Primaire et secondaire, université. Parce que la recherche, nous avons besoin d'avoir une meilleure recherche pour avoir de bonnes semences, améliorer notre agriculture. On a discuté longuement avec l'ambassadeur de l'Indonésie, qui est basé à Nairobi, mais il était venu ici à Kinshasa. Nous, on les a dit, comme vous êtes avancé là, il faut soutenir la RDC. Yangambe, vous connaissez à Kisangani, et à Inera au sud Kivu. Si ces centres sont équipés pour nous faire de meilleures recherches, on aura des meilleures semences, bananes, riz. Parce que si vous n'avez pas de semences aujourd'hui de qualité, et savoir quelle période cultiver, dans quel endroit cultiver, quel produit il faut mettre, toute cette recherche-là, pour nous, c'est une grande richesse. Alors, est-ce que vous encouragez la production locale? Moi, j'ai écrit une lettre officielle au ministre du Budget, au ministre des Finances, à la présidence, Premier ministre, pour féliciter l'initiative du ministère du Budget avec le ministère des Finances qui ont décidé de faire consommer des riz locaux pour les fêtes, des festivités, fin d'année 2022. L'armée, la police. Et j'ai même ajouté en disant, si vous voulez développer ce pays, faire une économie solide, pour ne pas dépendre de l'extérieur, il faut, par exemple, même les meubles. Tu es déjà passé vers Binza, là où les jeunes font des meubles à l'extérieur. Je dis que le gouvernement un jour peut décider de dire, nous allons consommer, utiliser les meubles locaux, produits localement ici. Vous allez voir, nous avons les meilleurs bois du monde. Bois noir, bois rouge. À Chaboun, chez nous, on a des arbres qui datent. Quand Dieu a créé le monde, les arbres qui sont là, dont je me dis parce qu'il n'y a pas de... Alors, Olive Moudekeriza, la promotion de l'agriculture peut avoir comme conséquence le fait de générer des bénéfices. Et des devises, tout. Comment capitaliser ce secteur pour générer des bénéfices et par ricochet, créer des emplois? Parce que les Congolais, en grande partie, n'ont pas de boulot. Justement. Et ça va créer des emplois et ça va créer des industries. Comment? Comment? C'est-à-dire que si une fois le gouvernement décide, je vous donne des choses. Il dit par exemple, les crédits agricoles ne se donnent pas aux bureaux climatisés. Vous venez ici à Kinshasa, vous faites seulement un bon projet, on vous donne des crédits. Non, les crédits agricoles se donnent sur le terrain. Il y a des inspecteurs, des moniteurs, que le gouvernement décide. Il dit, partout en RDC, dans chaque province, les ministères de l'agriculture, on va les envoyer sur le terrain. Va chez monsieur, c'est X, chez tel. Vous avez combien d'hectares? Qu'est-ce qu'il te faut? L'accompagnement. Crédit agricole. Nous sommes le seul pays qui n'a pas de crédit d'investissement. Nous sommes le seul pays qui n'a pas de crédit agricole. Si je comprends bien, vous parlez de... vous dites qu'il faut investir dans les initiatives privées aussi. Justement. En quelque sorte. C'est comme ça que partout au monde on fait. C'est les initiatives privées. C'est les privés qui créent la richesse. Mais le gouvernement crée un environnement, c'est les donner la possibilité. Regarde. Le gouvernement régule, l'État régule. Je les félicite, je viens d'apprendre. Ils ont revu les taux de la TVA aussi primés sur les produits de grande consommation en attendant qu'il y ait des productions locales. Ça, je félicite le gouvernement. Ça va permettre aux gens de respirer. Nous sommes dans une période de crise. Il y a la guerre d'Ukraine ici. Les conséquences vont être néfastes sur les économies fragiles comme la nôtre en RDC. Vous pensez que l'agriculture, c'est aussi une piste pour combattre la pauvreté? La pauvreté, et je vous dis, pas blaguer, vous savez, le président Kenya, un jour, avant qu'il soit président, vice-président, il avait dit non, nous devons focaliser nos efforts vers la RDC. C'est nos consommateurs, nous allons vendre au moins 3 millions de litres, c'était par jour ou par mois. Et c'est vrai. Pourtant, nous avons plus d'espace. Nous pouvons faire plus d'élevage que eux. Nous voudrons que la RDC ne soit pas les consommateurs des autres, mais qu'ils soient les fournisseurs des autres. Que tous ces pays et à ces SADC, toutes ces organisations qu'on a adhérées, qu'on est membres, que ces gens viennent acheter chez nous, mais pas nous qui doivent aller acheter chez eux. Nous avons pris des potentiels. Je vous dis, l'Ouganda, et on dit aujourd'hui c'est le deuxième producteur de la banane, à part le Brésil. Pourtant, les espaces en Ouganda, la région, donc les deux territoires, les deux provinces, nord et sud, Kivu et même, peut produire plus de fois ou 10 fois plus que l'Ouganda. Et c'est comme ça que nous voudrons que l'État puisse investir, que le gouvernement puisse accompagner l'agriculture. Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'accompagnement? Regarde au village. Si une fois le gouvernement décide, moi je l'ai fait, je suis un député, à chaque vacances, j'achète 1000 roues. Ça ne me coûte pas cher. C'est 5 000 $.
chaque vacances, je donne aux femmes maraîchères, dans les marais, dans les bas-fonds, là où on ne peut pas utiliser des tracteurs. Je donne à chaque femme une roue. Une roue coûte 5 dollars, 3 dollars. J'ai donné un jour une femme une roue. Elle a refusé la pagne de 10 dollars. Il dit, le roue peut produire une pagne. Donne-moi la roue. Donc, le gouvernement fait un jour dans son programme, il dit, nous allons dans chaque village. Et j'avais proposé cela dans les projets de 145 territoires. Alors, selon vous, il faut investir dans les initiatives privées. Mais une fois que les privés s'engagent à pouvoir justement s'investir dans l'agriculture, mais on vous impose des taxes. Vous savez que ça décourage. Hein? Vous savez que ça décourage. Je viens encore d'écrire au ministre. C'est vrai que la taxe et l'impôt sont un devoir civique. Mais il ne faut pas que... Ça peut décourager. Hein? J'ai écrit au ministre de l'Industrie, petite et moyenne entreprise, commerce extérieur, de finances, je les ai dit. Vous voulez créer la richesse. Le chef de l'État a dit lui-même, il aimerait pendant son mandat, au deuxième mandat, au premier mandat, créer des millionnaires congolais. Les millionnaires congolais, on ne les décrète pas. On les crée, non? Il faut créer un environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tous ces jeunes entrepreneurs qui ont des goûts d'entreprendre, qui essaient d'entreprendre, il faut les accompagner. Comment les accompagner? On peut dire, vous êtes un jeune, une femme, jeune entrepreneur, femme entrepreneur, vous voulez créer votre entreprise dans les milieux, donc vous êtes ici, pas ici à Kinshasa, vous voulez aller à Kenge, vous allez à Chikapa, on vous exonère pendant 5 ans. Vous voulez les créer en ville, on vous exonère 3 ans. Mais l'État va se retrouver. Partout au monde, l'État se retrouve. Même s'il allège, il subventionne, de l'autre côté, il se retrouve. Si on produit beaucoup de maïs, si on produit beaucoup de riz, ces jeunes-là vont aussi avoir le goût de transformer. C'est comme ça qu'on va avoir des usines. Il faut d'abord produire, avant d'envisager à produire, à transformer, à innover. Vous avez la maîtrise du monde des affaires, mais il y a une préoccupation. Oui. C'est par rapport au modèle économique. Quel modèle économique pour booster le développement de la RDC? Nous avons une économie qui est extravertie, tournée vers l'extérieur. On importe plus qu'on exporte. Quel modèle économique selon vous aujourd'hui? Et c'est ce qui fait tomber notre économie. Quand je vois les ministres de l'Industrie, c'est pour mon nez à gauche, à droite, je l'encourage. Il faut produire localement. Existe-t-il un État qui peut se développer lorsqu'elle encourage une économie extravertie? Non, non, il ne peut pas se développer. Vous importez tout. Ah, regarde, à un moment d'ailleurs, il y a eu un problème de Covid. Tout était bloqué, non? Si vous dépendiez de l'extérieur à 100%. Je vis chez nous, à Bukavu. Les jeunes, j'ai pris les jeunes de l'ISDER. Nous sommes partis à l'intérieur au village pendant la période de confinement pour produire des légumes. On a produit des jeunes. Et on ne dépendait plus des pays voisins, le Kenya, l'Ouganda, parce que chaque pays a protégé ce peu de produits qu'ils produisent pour les consommer localement. Donc nous ne devons pas dépendre de l'extérieur pour tout importer. Nous devons investir l'argent des mines, nous devons investir dans l'agriculture, les routes, les aéroports, les ports. C'est comme ça que le pays va se développer. Et comment vous savez, si on investit dans notre pays, la RDC a besoin aujourd'hui d'avoir au moins minimum 80 avions pour que chaque province ait au moins 3 avions. Vous avez un avion qui décolle le matin à 6 h, l'autre à 12 h, l'autre à 18 h. Vous quittez Bukavu, vous allez travailler à Lubumbashi. Bon, c'est comme ça que les pays se développent. Les produits de Lubumbashi seront vendus sur le marché de Bukavu. Et ici, d'ailleurs, moi, j'ai proposé, j'ai écrit officiellement. Très rapidement. Il faut que les ministres de l'économie et les ministres de l'industrie, les ministres du commerce extérieur se mettent ensemble avec les ministres des Finances, exiger tous les supermarchés de vendre les produits locaux 50%, 50% importés. Et à la fin, supprimer l'importation. Parce que nous sommes en train de promouvoir les industries extérieures de notre pays à l'étranger. Ils amènent leurs produits ici, nous consommons. Il faut promouvoir notre industrie nationale. Et j'encourage les ministres de l'industrie, et je félicite le ministre des Finances et celui des budgets, vouloir commencer à faire consommer local. Pour terminer, j'allais vous dire, oui, très rapidement. À Bukavu, les jeunes entrepreneurs fabriquent des ceintures en cuir. Même les personnes qui vivent avec handicap. Je dis, si le gouvernement veut promouvoir ces gens et développer son économie, la ceinture coûte 5 $ en cuir, pire cuir. Si l'armée, la police, au moins 100 000 unités, personnes
Donc l'armée, si vous estimez l'armée, la police, on n'a pas moins de ça. Si on achète ces ceintures-là, vous allez voir, on va faire l'industrie nationale de production. Alors, le gouvernement vient de rendre public un communiqué. En très peu de temps, je voudrais avoir votre réaction. Faisant état de la suppression de la TVA sur certains produits, quel impact ça peut avoir? Ça va être... Selon vous, rapidement. Ça va donner un impact positif sur la consommation. Et ça va épargner la population de ne pas souffrir pendant les fêtes. Au lieu que les prix augmentent, le prix va être stabilisé. Et je crois que même le gouvernement devrait continuer sur ce sens-là en regardant quels sont les produits, soit on supprime ou on allège la TVA. Et que cette TVA aussi soit bien collectée et qu'on aurait investi dans les secteurs porteurs de croissance, comme on a dit l'agriculture. En tout cas, je félicite le gouvernement. Je crois qu'il y a parmi les membres du gouvernement qui travaillent, qui réfléchissent. Et je vous dis, les jours qu'ils ont réfléchi de consommer local, même s'il y a des petites graines de sable, mais ça va permettre à améliorer. Si vous achetez toute la production, ceux qui ont produit peuvent aller améliorer leur qualité. C'est comme ça. Et on va être au standard, aux normes, au fur et à mesure qu'on commande localement et qu'on paye localement. Voilà qui met fin à cette émission. Olive Moudekereza, député national, opérateur économique, ancien président de la FEC Sud Kivu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.